Maintenant pour une nouvelle table ronde consacrée à la gestion globale des risques. Nous allons voir ce qu'est la gestion globale des risques, ce que la crise du Covid a changé concrètement dans les entreprises et les changements qu'aujourd'hui il conviendrait peut-être d'apporter à cette méthodologie, à ces process qui existent maintenant depuis pas mal de temps dans les entreprises. Alors pour traiter toutes ces questions, je suis bien entourée. Véronique Brionne, vous êtes présidente de Chubb France. Bonjour. Bonjour. Sylvie Mallet, vous êtes directeur Enterprise Risk Management chez Deloitte France et présidente de la commission ERM 360 degrés de l'AMRAE. Bonjour. Philippe Noireau, vous êtes directeur adjoint du Risk Management du groupe Orange et également administrateur de l'AMRAE. Oui, bonjour. Gilles Proust, vous êtes président et cofondateur du cabinet de conseil en gestion des risques RNJ. Bonjour. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de la table ronde en appuyant sur le petit icône du chat. Et je les reçois ici et bien sûr, je les retransmettrai avec plaisir. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire un basique. Philippe, je me tourne vers vous pour une définition parce qu'on a beaucoup de risk managers qui nous suivent, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler la gestion globale des risques ? La gestion globale des risques, c'est une attitude naturelle de l'entreprise. C'est l'attitude collective qui consiste à faire face aux risques. Si on doit la qualifier par quelques mots, c'est sans doute prévenir, identifier, améliorer très vraisemblablement le dispositif de maîtrise de l'entreprise, et c'est protéger aussi par l'assurance. En un mot, c'est bien sûr, ça a été déjà dit, anticiper, c'est certain, c'est le maître mot du risk management. Je pense qu'il faut aussi de la transparence. La gestion des risques, elle doit être transparente, elle doit être visible et elle doit être objective. Il ne faut surtout pas cacher les risques, il faut les partager et c'est en les partageant qu'on est plus fort. Et enfin, je terminerai sur un point très important. Elle n'est certainement pas intramuros. C'est une gestion des risques qui est ouverte sur les relations avec les parties prenantes, sur l'écosystème, sur la façon dont on communique avec l'extérieur. Et cette transparence, elle doit être aussi interne à l'entreprise. C'est une forme d'extension de ses propres risques au-delà de son propre périmètre de responsabilité. Tout cela est fondamental et très important, et c'est ce qui finalement caractérise sans doute une culture d'entreprise en matière de risque. Le grand développement de ces dernières années, c'est qu'il y a eu cette prise de conscience autour de l'importance de la gestion des risques, alors que depuis toujours, les entreprises, dans entreprendre, il y a fondamentalement l'envie de prendre des risques. Sylvie Mallet, est-ce qu'on ne fait pas tous de la gestion des risques, j'ai envie de dire, sans le savoir ? Enfin, c'est très joliment dit, mais c'est du bon sens, non, un peu ? Oui, effectivement, historiquement, la gestion des risques, elle a consisté à identifier les risques majeurs qui pouvaient porter atteinte à la pérennité de l'entreprise. Aujourd'hui, la gestion des risques, elle évolue pour accompagner l'entreprise dans sa prise de risque. Et donc, dans ce sens, elle est intimement liée à la stratégie de l'entreprise et elle contribue à garantir l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Par ailleurs, la prise de risque a encore pour certains une connotation parfois négative. Or, prendre des risques, c'est aussi saisir les opportunités. Comme l'a souligné Philippe, une entreprise qui ne prendrait pas de risques à moyen ou long terme régresserait, voire même serait condamnée. Gilles, en complément sur cette définition, c'est ce que vous voyez dans les entreprises où vous intervenez. Et est-ce que ça concerne de plus en plus d'entreprises ? Enfin, voilà, est-ce que le périmètre de cette pensée, de cette analyse des risques, touche un nombre croissant de secteurs et de tailles d'entreprises ? Alors la réponse est oui, mais je reviendrai là-dessus. Je pense que simplement pour compléter ce qui a été dit, la gestion des risques, finalement, ça vient renforcer, professionnaliser, rendre systématique ce que font une équipe de direction, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise ou un comité de direction, c'est-à-dire piloter ces risques et ces opportunités. Donc ça vient renforcer ça avec un premier temps qui est évidemment d'être capable d'identifier, caractériser à moyen, long terme le profil de risque de l'entreprise. Et on voit, on en reparlera, mais actuellement, c'est un enjeu clé. Et puis ensuite, en fonction des risques, en fonction des enjeux, c'est soit effectivement on est sur des risques à très fort impact. Et donc là, l'objectif, c'est d'être plus résilient.
Et là aussi, on est en plein dedans à l'heure actuelle. Si on est sur des risques business stratégiques, effectivement, si on est plutôt là pour accompagner la prise de décision, la prise de risque, et d'être plutôt offensif. Et si on est sur des risques plutôt opérationnels, on est dans l'arbitrage, de dire réduire un risque, ça a un coût, et donc où est-ce que je mets le curseur. Donc c'est vraiment tout ça, c'est des décisions de direction générale, et on est là pour renforcer ce dispositif, le rendre systématique. Et pour répondre à votre question, effectivement, de plus en plus de chefs d'entreprise, de direction, sentent le besoin de monter la barre sur le sujet. Donc il y a 10-15 ans, c'était surtout les grands groupes cotés qui mettaient en place ce genre de choses, notamment poussés par la réglementation. Là, on voit depuis 4-5 ans, et le Covid est un formidable accélérateur. On en reparlera. On le retrouve sur des PME, des ETI, des collectivités, ce type de pratique. Véronique, le regard de l'assureur sur ces définitions de gestion des risques, voilà, vous du côté de l'assurance, est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez la même définition ou peut-être une définition un peu différente, sachant qu'après, ce qu'il va y avoir comme question, c'est le financement des risques qu'il reste ou qu'on n'a pas gérés? Alors, je m'inscris complètement de ce que mes collègues de table ronde ont pu exprimer. Et on parlait tout à l'heure d'anticipation, on parlait de visibilité. J'évoquerai également la lisibilité des risques. Quand on parle de gestion des risques, on parle dans un premier temps de les identifier pour ensuite pouvoir les gérer. Et dans cet accompagnement vraiment d'identification et de trouver l'optimum entre quels sont les risques, moi, entrepreneur, que je suis prêt à prendre et à garder, et quels sont les risques qui, de par leur nature, leur intensité, font peser une pression trop lourde sur mon activité. À ce moment-là, ces risques-là, je vais vouloir les céder à un tiers, et c'est là que l'assurance intervient. Donc on voit bien dans ce mécanisme qu'il y a une corrélation directe entre la gestion des risques et la réponse assurance possible et les solutions d'assurance qui peuvent être apportées. Donc voilà, la définition, elle s'inscrit, je dirais, dans la continuité du point de vue de l'assurance, avec une corrélation directe, vraiment, là-dessus j'insiste fortement, sur la qualité du contrôle, la maturité de l'identification, la gestion des risques et la solution assurance qu'on peut y apporter. Alors, je vous écoute, c'est très très beau. C'est un beau process, on est dans une analyse magnifique. Tout ça, il y a un an, on s'est quand même pris un truc monstrueux sur la figure. Quand je dis on, c'est les entreprises. Entre-temps, la crise du Covid, alors, quelle que soit la façon dont on définit cette crise-là, mais en tout cas, ce que ça a donné, l'arrêt complet de l'activité, peut-être encore plus le confinement, enfin, vous me direz ce qui a le plus affecté. Est-ce la pandémie, le confinement, la stupéfaction générale? J'ai l'impression que ça peut quand même avoir un peu ébranlé la fonction. Alors, je ne sais pas qui ose en premier. Je ne crois pas, je crois que c'est plutôt l'inverse. Là où peut-être certains d'entre nous avaient du mal à être entendus, à être suivis dans leurs analyses ou leurs approches, le fait que quelque chose de quasiment inimaginable survienne sur la planète, ça concourt à une prise de conscience collective et individuelle dans l'entreprise, notamment de la part des directions, sur l'importance d'anticiper et d'essayer de visualiser l'ensemble des dangers qui pèsent sur elles. Donc je pense que c'est plutôt, au contraire, un accélérateur de certaines tendances préexistantes qu'on avait déjà sur le fait qu'il faut communiquer sur les risques, qu'il faut arriver à les gérer de mieux en mieux pour être protégé dans un monde de plus en plus agressif. Et la vérité sur le risque, vous disiez tout à l'heure, c'est je déduis aussi ne plus jouer l'autruche sur le risque. Oui, et donc ne pas les cacher surtout, mais également offrir aux risk managers la possibilité de montrer leur capacité à analyser l'entreprise, son écosystème, le monde dans lequel on vit, et donc à relier des événements entre eux et à créer une forme d'analyse de valeur qui puisse être exploitable dans la prise de décision, qu'elle soit opérationnelle ou stratégique ou financière. Et je crois que c'est une opportunité pour le risk management. Cette crise, malheureusement, c'est un de ses bons côtés, si on peut dire, c'est qu'elle nous permet à nous de nous faciliter notre travail de pédagogie et de prise de conscience auprès des dirigeants. Ça peut arriver, même si c'est très impensable, très improbable. La preuve, c'est un biais cognitif, certes, et ça, on y est souvent confronté. En général, on ne s'attaque qu'à ce qu'on connaît bien. Et bien là, il faut s'attaquer à des choses qu'on ne connaît pas bien.
Sylvie, en complément peut-être, oui. Oui, effectivement, ce contexte a remis la gestion des risques au cœur des différents sujets, là où parfois les directions générales pouvaient montrer de la lassitude quand on présentait nos cartographies des risques et le voyaient sous un angle de compliance. Donc aujourd'hui, on est à nouveau on a une attention plus particulière par rapport à notre métier. On a dû montrer aussi une certaine agilité et réactivité pour mettre à jour nos analyses de risque en quasi temps réel par rapport au contexte et pouvoir donner des pistes et piloter ces sujets dans l'organisation. Et on a démontré aussi une capacité, une nouvelle compétence à analyser l'évolution du contexte. Et ça, c'est vrai que c'était pas forcément, en tout cas, une compétence qu'on avait, c'est une compétence qu'on a su développer. Et enfin, je dirais, ça accélère la transformation de notre métier aussi. Le risk manager, il est à la fois opérationnel, parce qu'il est dans les cellules de crise pour certains d'entre nous, ou en tout cas en lien étroit avec elles. Et puis, par ailleurs, il accompagne la transformation des business models qui est en train de se passer, conséquence du contexte qu'on est en train de vivre. Gilles Proust, on entendait qu'il fallait regarder les risques en face. Et une chose qui est apparue ce matin, tant dans les plénières qu'en table ronde, la nécessité d'éloigner l'horizon ou d'élargir l'horizon. Je ne sais pas comment on dit. Alors, je sais que vous travaillez sur ce sujet des risques à l'horizon 2030. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces risques? Est-ce qu'aujourd'hui, ils s'imposent, au moins dans la réflexion? Et quels sont-ils? En tout cas, effectivement, je pense qu'il y a une nécessité de voir plus loin. Et surtout, je pense que de voir plus loin, c'est parce qu'actuellement, tout a changé. C'est parce qu'on ne voit pas à court terme déjà. Donc je pense que toutes les entreprises, ce que ça a été dit, c'est que l'environnement court terme, moyen terme, long terme est complètement changé dans tous les sens. Que ça soit sur les impacts directs ou indirects de la crise du Covid. Donc, effectivement, là, on le voit et il y a vraiment un besoin des entreprises de réfléchir à comment leur environnement a changé pour accompagner leur transformation, leur plan stratégique. Et donc, cette étude dont vous faites écho, qui est RISC 2030, qui est une étude qu'on mène avec la Marée maintenant depuis 3 ans, qu'on avait actualisée il y a 1 an lors des dernières rencontres, juste avant finalement le confinement. On avait effectivement fait travailler 300 entreprises avec beaucoup de risk managers sur quelles sont les évolutions, les risques, les opportunités des entreprises. On aurait pu dire 2030, 2035, c'est juste un exercice de projection. Et on avait ressorti une liste de 50 tendances géopolitiques, technologiques, sociétales, dont la pandémie faisait partie, puisque vous voyez partie. Si on est très honnête, elle était où la pandémie? Elle n'était pas dans la classification, elle était dans les 50, c'était un des éléments, le fait qu'on n'était pas encore arrivé à la phase de hiérarchisation. Et ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a refait l'exercice, on a réuni tout le monde en fin d'année pour se poser la question comment ces 50 tendances étaient impactées par la crise. Et ce qui est assez étonnant, étonnant je ne sais pas, c'est que la quasi-totalité des tendances sont impactées par la crise du Covid, soit en effet accélérateur, soit en frein, avec des choses évidentes, les nouvelles formes de travail, on l'a vu sur la table ronde précédente, avec l'évolution du télétravail, sur des choses, sur la révolution des biotech qui fait partie de ces 50 tendances. On voit avec la course au vaccin, c'est quelque chose qui est aussi mis en lumière, accéléré ces tendances. Que ce soit l'endettement des États qui faisait partie de ces 50 sujets, où là je pense qu'on a renforcé de manière massive ce critère. Donc, ou sur des sujets aussi plus indirects. Je crois que ce matin, il y avait un atelier sur le réchauffement climatique. On voit bien que là, avec la crise du Covid, beaucoup d'entreprises dans le secteur des transports, dans le secteur pétrolier, ont complètement accéléré leur transformation sur le sujet en termes de transformation, de révolution énergétique. Donc on voit bien que voilà, il y a vraiment une forte incertitude actuellement, et les entreprises ont besoin de se projeter et réfléchir à 10 ans, c'est déjà réfléchir à maintenant, quoi. Véronique, sur cette crise, est-ce qu'il y a des leçons qu'on en tire ou que vous percevez? Alors déjà cette crise, je pense qu'on est encore un peu dedans, hein, donc malheureusement, donc il faut c'est aussi l'une des leçons quelque part, c'est que il y a cette dimension de durée
que peut-être on a un peu moins vécu dans le passé. Des crises, il y en a eu, notamment, on se souvient, il y a longtemps, le 9 septembre, mais la différence quand même, je crois, par rapport à cette époque-là, c'est cette notion de durée. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'installe, on a du mal à en voir un petit peu le bout, on ne sait pas quand est-ce que la situation va revenir à la normale, tant soit peu qu'on ait une définition de ce qui est normal. Donc voilà, je crois que ça, c'est un élément tout à fait essentiel. Cette prise de conscience du risk management qu'on évoquait avec mes collègues, je crois qu'elle est extrêmement essentielle, qu'il s'agisse d'une grande entreprise, qu'il s'agisse d'une petite entreprise. Je crois que c'est tout autant essentiel. On a pris conscience à travers ces derniers mois de vraiment l'interdépendance des risques. Et ça, c'est nous, côté assureur, c'est vraiment ce qu'on observe, c'est qu'on peut plus se permettre aujourd'hui de raisonner de façon séquentielle. Il y a un risque A, il y a le risque B, il y a le risque C, et chacun a son plan d'action qui lui correspond. Ça, aujourd'hui, on le voit bien, ça ne suffit plus. C'est un début, mais ça ne suffit plus. Il y a un vrai besoin d'une analyse beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fine, qui met en lumière ces interdépendances géographiques. La planète est complètement, je dirais, toute la planète est impactée par la crise actuelle, mais également donc les interdépendances liées à la durée. On avait la table ronde précédente sur les impacts sur toutes les populations et sur les façons de travailler. Donc pour nous, l'une des leçons tout à fait essentielles, ce sont ces interdépendances et comment elles vont être prises en compte, modélisées de la façon la plus fine possible par les équipes de risk management. C'est tout à fait essentiel. Alors, demain matin, on a une table ronde consacrée au financement des risques et à l'assurance. Mais j'ai envie de rebondir tout de suite. Cette interdépendance, ça complique considérablement votre travail. C'est-à-dire que comment faites-vous pour assurer un risque qui en cascade ? Alors, ça complique énormément, évidemment. Donc, évidemment, aujourd'hui, on a des solutions d'assurance qui sont en constante évolution. On ne souscrit plus à un programme aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans, parce que justement, les risques ont évolué. Et nous, assureurs, on a accompagné nos clients dans l'évolution de ces analyses. Donc, nous, notre métier, ça va être vraiment d'accompagner donc les entrepreneurs à prendre des risques et d'adapter nos solutions d'assurance par rapport à ça. Et ça passe par un volet d'accompagnement, d'identification et de gestion dont on parlait tout à l'heure. Quel risque je peux transférer, quel risque je garde. Et nous, de pouvoir aller accompagner, anticiper et aussi utiliser notre connaissance, je dirais, d'expérience globale, de nos observations sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, pour anticiper aux bénéfices de nos clients ici sur le marché français, comment adapter nos solutions d'assurance. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, qui a été évoqué tout à l'heure par vous, Philippe. Vous avez parlé biais cognitif. Alors, j'ai glissé, mais concrètement, comment est-ce que... Déjà, peut-être revenir un petit peu sur la définition de ce biais cognitif. Et comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le biais cognitif ? Parce que là, j'ai regardé les derniers classements, c'est pas compliqué. Dans les classements, la pandémie, maintenant, elle est top 1, quoi. C'est ce qu'on a vu avec le Global Risk Report du World Economic Forum il y a quelques jours. C'est typiquement ce qui arrive à chaque fois qu'un événement survient. On a tous en tête cet événement et on le classe parmi les plus élevés en termes de risque, alors qu'en fait, la plupart du temps, sa probabilité n'a pas forcément changé par rapport à la veille du jour où il est arrivé. C'est-à-dire que elle a peut-être même baissé, c'est pas comme au loto, non ? Elle a peut-être même baissé puisqu'il vient de se produire, mais statistiquement, on peut imaginer que l'événement le plus grave n'est pas censé se reproduire 2 jours de suite. Et c'est intéressant ce qui a été dit sur ce point-là. Les biais cognitifs, c'est aussi l'effet de halo, et on y reviendra peut-être, mais pendant une crise, le danger, c'est de se concentrer sur la crise. Alors qu'en fait, les autres risques, ils sont toujours présents. Ils sont derrière, dans l'ombre, mais le risque cyber, les autres risques habituels de l'entreprise sont toujours présents. Et notre rôle, notre sagesse, si on doit en avoir une en tant que risk manager, c'est de garder cet équilibre dans notre analyse, c'est de garder la tête froide par rapport à cette crise qui est gérée par des professionnels et on les laisse la gérer. Par contre, c'est de rappeler qu'il faut continuer le combat, entre guillemets, sur les autres dangers qui menacent l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Les entreprises s'en sont sorties, on l'a senti tout à l'heure, s'en sont sorties très, très différemment. Alors, vous allez me dire, forcément, il y en a qui avaient des bons risk managers, mais si on va un peu plus loin,
Qu'est-ce qui peut expliquer que certaines entreprises ont réussi à très rapidement s'adapter, réagir? Peut-être Gilles, vous qui intervenez dans beaucoup de structures, Je pense que c'est compliqué parce que je pense qu'il y a plein de facteurs. Pour répondre à la question, avec trois petits facteurs. moi j'en sortirais 2. D'accord. Le premier, je pense que c'est le grand retour de la diversification. C'est un grand principe de gestion des risques, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je pense que beaucoup, à secteur égal, des entreprises qui s'en sont bien tirées, c'est celles qui avaient une diversification en amont de ses clients, de ses zones géographiques, ses business models, qui n'étaient pas concentrés sur un seul schéma. Et c'est vrai aussi sur l'aval, je me suis trompé, hein, sur l'aval aussi, sur la partie supply chain, d'avoir aussi une diversification de ses sources d'approvisionnement, de ses usines, etc. Ça, on va en parler en détail demain aussi. Je le dis à tout le monde. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est au cœur de quelque part de la culture de gestion des risques. Donc, finalement, et c'est pas forcément le risk manager qui va pousser à la diversification, mais qui va titiller le management en disant c'est bien de concentrer tous vos actifs, c'est bien d'être dans le core business, mais attention. Donc là, je pense qu'il y a eu, encore une fois, un certain nombre d'entreprises, grâce à la diversification, c'est celles qui sont peut-être le mieux tirées encore une fois, sur des secteurs touchés. Puis le deuxième sujet, je crois que ça a été évoqué, c'est l'agilité. Et là aussi, je pense que la gestion des risques participe à cette culture d'agilité. On parle de prise de risque. Donc, les entreprises qui sont aussi à peu près bien tirées, c'est celles qui ont été capables de pivoter rapidement, d'être l'habitude de la gestion de crise, de réagir vite, d'avoir des plans de contingence financiers. Et donc là aussi, on est vraiment dans cette culture-là. Donc il y a sûrement plein d'autres facteurs, mais c'est les deux que je mettrai en avant. Alors, j'avoue, vous avez... J'ajouterais aussi Oui. celles qui s'en sont le mieux tirées, c'est celles aussi qui avaient anticipé et testé des scénarios de gestion de crise, des plans de continuité d'activité et de reprise d'activité. Donc aujourd'hui, on le voit, effectivement, il est important d'identifier, mais aussi de prendre en compte ces scénarios de risque et de faire le rapprochement entre les sujets qu'on a dans nos cartographies des risques et les plans de continuité d'activité et les plans de gestion de crise, et aussi d'aller tester ces scénarios auxquels on ne croit pas toujours, c'est-à-dire avec une probabilité plus faible de se réaliser. Oui. Ce que j'allais dire, c'est que j'attendais le PCA, moi, en premier, en énorme. Voilà. Alors, mais un PCA qui soit hors core business, si j'ose dire, en dehors des activités habituelles de l'entreprise, et qui sache réagir à n'importe quel type de crise, même inattendue. Donc se préparer à gérer l'imprévisible, se préparer à gérer la crise, quelle qu'elle soit, se mettre en mode de réaction, c'est aussi faire de la prévention. S'entraîner à faire ça, c'est aussi faire de la prévention, et c'est ce qui peut, je l'espère en tout cas, permettre à l'assurance de juger de cette amélioration derrière. Et je dirais, j'ai 2 commentaires par rapport à ce qui a été dit. Les interconnexions entre les risques, c'est un sujet absolument passionnant, mais qu'il est absolument impossible de modéliser sur une cartographie d'entreprise. Donc, seule l'approche par scénario peut nous permettre d'avoir cette interconnexion de manière poussée, et je pense que c'est un des points essentiels de transformation de notre métier dans les années à venir et qui a déjà commencé, c'est d'avoir la carto comme une activité normale du risk management, et quelque part d'être capable de créer ou de formuler des scénarios de risque quasi inimaginables, pas forcément des signes noirs, on y reviendra peut-être, mais en tout cas des choses qui sont à très faible probabilité et qui pourraient faire très mal à l'entreprise ou à son environnement. Et le deuxième point, c'est sur la transformation des entreprises. Je souhaitais y revenir un instant, car je crois que la plupart des entreprises ont quand même réagi très vite et de manière très marquée à la crise. Du jour au lendemain, on est passé en télétravail. Du jour au lendemain, on a créé des nouvelles façons de produire, d'exploiter, etc. Et donc, comme toujours dans un contexte pathogène, l'entreprise ou l'individu sait se transformer rapidement quand il est sous pression. Il s'est passé des choses qu'on aurait mis des mois ou des années à obtenir dans un contexte normal. Et aujourd'hui, on ne parle même plus d'un retour à 100%, pour ceux qui sont en télétravail à 100%, au bureau. Alors qu'auparavant, c'était un combat, un genre de combat entre des tenants et des opposants de cette approche. Les lignes ont bougé, clairement. Et puis aussi, cette situation, cette crise, elle est inédite à bien des égards, mais au moins sur deux facteurs. C'est que le premier, on a assisté à l'arrêt de la production mondiale de façon simultanée sur toutes les zones,
donc Amérique, Afrique, Asie, Europe, pendant près de 6 semaines. Le second sujet, c'est également qu'aujourd'hui, vous avez l'intervention de l'État qui, au regard de l'évolution du risque sanitaire, peut arrêter votre activité. Ça, c'est des variables qu'aujourd'hui, il va nous falloir intégrer dans notre modélisation des risques. Quand on parlait de l'évolution des différents risques, le risque politique, il a quand même... je voudrais juste faire 2 points de définition. Alors d'abord parce qu'on a une question sur, c'est très rapidement Gilles, c'est pour vous. Quand on dévoue, donc vous avez parlé dans votre étude sur les risques 2030, il y a un point sur le transhumanisme. Alors une petite définition du transhumanisme, je me souviens que je vous l'avais posée celle-là un jour. Je ne sais pas si j'ai la définition exacte, mais le transhumanisme, c'est toutes les évolutions technologiques qui font que l'homme doit lutter contre la mort et devient immortel. Donc, dedans, plein de le choses. rallongement de l'espérance de vie qui fait que l'homme augmenté ou la femme risque. augmentée. Donc voilà, on est vraiment dans ce schéma-là. Super. Alors deuxième point, vous avez évoqué, Philippe, très rapidement, un signe noir. Alors, ça reste quand même un peu du vocable spécialisé, donc je voudrais qu'on revienne, on l'a évoqué, ça vient d'un livre, peut-être un mot sur ce que c'est que la définition du signe noir, et concrètement, est-ce que la crise du coronavirus était un signe noir ou pas ? Il y a beaucoup de débats là-dessus. On a peut-être tous une opinion différente, en tout cas la nôtre, pour parler de ce qu'on fait en ce moment dans la commission ORM de l'AMRAE, c'est que ce n'est pas un signe noir. Alors, signe noir, c'est quoi ? Un signe noir, c'est un événement qui est quasi imprévisible et qui, par définition, ne peut pas figurer dans une cartographie puisqu'on ne peut pas l'imaginer. Donc j'ai envie de dire que selon le contexte, pour un restaurateur à qui on demande de fermer, très clairement, la crise du Covid est un signe noir. Pour une entreprise comme Orange ou pour un État comme la France, je pense que ça ne peut pas être un signe noir parce que l'État français, il est en charge de la santé de ses citoyens. Et donc, s'il a une cartographie, la pandémie est forcément dans sa cartographie, ou devrait l'être. Donc, quelque part, le signe noir, on ne peut pas juger de ce qu'est un signe noir si on n'a pas en tête le contexte dans lequel on le regarde. Le même événement n'est pas forcément un signe noir pour tout le monde. C'est ce qu'on peut conclure, je pense. Oui, tout à fait. C'était un signe blanc, un rhinocéros gris. Je vous donne la totale. Alors effectivement, on parlera plutôt de rhinocéros gris dans la mesure où ce sujet de pandémie, il était présent dans nos cartographies des risques et pour certains, il l'est toujours dans certaines cartographies locales. Surtout, il avait été dans nos cartographies à l'occasion du SRAS. Et puis, d'autres risques sont venus, chasser celui-là. Et on sait que dans nos cartographies, on ne retient que 10 ou 15 risques majeurs. Donc, il a été, dépriorisé. Pour autant, un des enseignements de cette crise aussi, c'est de porter attention aux signaux faibles. Parce que, comme je le soulignais, ce sujet de pandémie, il était présent dans certaines cartographies locales. On avait des signaux faibles qu'on a certainement mal exploités ou qui ne sont pas remontés au bon niveau et qui fait qu'on n'avait pas forcément pris en compte l'ampleur. Et puis, je pense qu'il y avait un sujet de biais connectif aussi collectif et qu'on pensait que c'était impensable. Alors, Hélène Valade, ce matin, insistait sur le fait que c'est bien d'identifier un risque, mais après, il faut croire son propre... Enfin, il faut regarder en face et voir les implications. Vous venez de réévoquer les biais cognitifs. Alors, justement, on a une question... Je pense qu'on pourrait faire 2 journées de conférences là-dessus, mais un conseil, 2 conseils sur comment lutter. Alors la question exacte, c'est comment prévenir ces biais cognitifs et les prendre en compte lors de la prise de décision. Il y a des techniques aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire appel à l'intelligence collective? Enfin, Ils sont très nombreux. Je dirais qu'il faut faire attention à beaucoup de facteurs dans une prise de décision. Il ne faut pas que le patron, par exemple, ait une voix toujours plus influente que celle des autres. Il faut peut-être écouter dans une salle de réunion celui qui ne dit rien et qui se bouge sur son siège parce qu'il n'est pas à l'aise. Il faut arriver à éviter de suivre l'actualité de trop près. C'est un peu la sagesse du risque, hein. Je reviens toujours sur ce mot-là, mais c'est ce que Gérard disait ce matin dans son intervention. C'est pas parce qu'il y a une crise que nous, on ne va pas continuer à regarder ce qui se passe en dehors de la crise à 360 degrés parce que c'est notre métier. Et donc, les biais cognitifs, l'effet de halo, c'en est un, je l'ai évoqué tout à l'heure, ils sont tellement nombreux que le seul moyen de lutter contre eux, c'est de garder cette stabilité, cette sagesse au fil du temps et de mettre à jour nos travaux en fonction des évolutions du contexte ou de l'entreprise et de son écosystème. C'est fondamental.
Alors, je voulais en arriver aux conséquences pratiques de toutes ces leçons qu'on a prises, justement, et vous dire qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien de responsable des risques, dans votre quotidien d'assureur, sur la gestion. Qu'est-ce que vous allez modifier en fonction des leçons de l'année? Et alors, ça a été posé de façon encore plus cash. Comment fendre la cartographie des risques pour la reconstruire? Alors, je tempère, faut-il casser sa cartographie des risques? La question, moi, depuis 6 mois, ça fait quelques années que je pratique cet exercice et j'ai jamais vu autant d'entreprises depuis 6 mois qui ont mis à la poubelle leur cartographie pour la refaire de A à Z. Alors pourquoi exactement? Enfin, tout ce qu'on vient d'évoquer, oui, c'est plus précis ça. C'est un peu notamment ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que le contexte fait que, encore une fois, le contexte interne-externe de l'entreprise a totalement changé, que beaucoup d'entreprises sont en train de revoir complètement leur stratégie, pivotent, se transforment, etc. Et donc finalement, quand vous travaillez sur les risques, vous travaillez sur votre environnement interne, externe. Donc là, on n'est plus dans une mise à jour incrémentale d'une cartographie, mais on est dans repartir quelque part de zéro. Alors, je caricature peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. En contrôle de gestion, on parle du budget base zéro, on recommence à zéro. Là, c'est ça. Au lieu de reporter la cartographie d'année en année, on a... Exactement. On est vraiment dans une logique où on repart sur une nouvelle... sur un nouveau cycle, en fait. Il y a souvent... C'était déjà une bonne pratique qu'on trouvait sur certaines entreprises qui remettaient à jour, font leur cartographie peut-être tous les 3, 4, 5 ans. Là, c'est vrai qu'il y a eu un reset assez majeur sur beaucoup d'entreprises. On a aussi vu pas mal d'entreprises qui sont lancées pour la première fois dans cet exercice aussi, avec cette même logique qui est de dire on a besoin de quelque chose pour éclairer l'environnement. Un des poncifs, j'ai presque envie de dire qu'on entend souvent sur les cartographies, c'est est-ce qu'il faut la faire de bas en haut ou de haut en bas? Alors est-ce qu'on a trouvé la solution? Il faut la faire au milieu? C'est toujours un peu les deux, mais je vais peut-être laisser... Les deux approches sont complémentaires. Et effectivement, avoir une approche bottom-up. Alors concrètement, j'ai fait exprès mais ça veut dire quoi dans l'entreprise? Comment vous faites remonter ou descendre une cartographie? Donc il y a deux sujets. Le bottom-up, c'est comment on arrive à capter les risques qui sont au plus près des activités et qui remontent du business, donc à travers des entretiens avec les différents patrons d'activités, avec des experts également. On peut aussi faire des réunions de brainstorming sur certaines thématiques pour justement capter ces nouveaux risques et ces risques émergents. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'approche qu'on qualifiera de bottom-up, qui là... de top-down, qui du coup est plus le fruit d'entretien auprès de la gouvernance, de l'exécutif et des principaux dirigeants, qui là aussi permettent de capter d'autres risques peut-être plus macro. Et donc, les exercices de cartographie aujourd'hui des risques, pour un certain nombre de risques managers, sont le fruit de l'addition de ces deux approches. Après, je pense qu'il ne faut surtout pas réduire le rôle du risk manager dans l'entreprise à la cartographie. La cartographie est de plus en plus un mal nécessaire, j'ai envie de dire, puisque peut-être qu'un jour elle sera d'ailleurs communiquée publiquement, on verra. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de savoir isoler dans cette cartographie les sujets qui vont nécessiter une prise de décision, une concentration du temps passé par la gouvernance. Et aujourd'hui, la bande passante des dirigeants de la direction générale de l'entreprise, elle est très faible pour nous. Et donc, on a intérêt le plus possible à faire de cette cartographie un objet usuel et à apporter des sujets importants de prise de décision ou stratégiques avec des risques autour à l'instance de gouvernance qui va pouvoir décider. Il faut vraiment arriver à faire ce mouvement-là pour sortir le risk manager de ce rôle méthodologique. On ne fait pas une carto proba impact pour le plaisir, on l'a fait pour dire attention, là, il y a une zone de danger qui augmente, il y a des risques émergents, et nous, on va vous amener même des choses qui ne sont pas dans la cartographie. Et on va vous donner des éléments de réflexion, et derrière, vous pourrez, on l'espère, prendre la meilleure décision. Mais il faut rester très humble face à ça. J'entendais le terme de modestie et d'humilité ce matin. Le rôle du risk manager est très teinté d'humilité. Il faut surtout essayer d'éclairer avec un angle de vision différent des décisions qui sont parfois prises par des considérations principalement financières. C'est ce qui était évoqué dans une autre table ronde aussi. Alors, je pondérerais peut-être le propos de Gilles par rapport à la mise à jour des cartographies. N'oublions pas les risques que nous avions identifiés avant la crise.
parce que dans le new normal, il y a certains des enjeux, je pense notamment à des enjeux cyber, mais aussi à des enjeux climatiques qui sont prépondérants et donc il nous faudra adresser. Du coup, quand je dis revisiter la cartographie et la jeter, c'est pas jeter tous les risques, c'est revoir justement tous les risques classiques du profil de risque de l'entreprise à l'aune du changement de contexte. L'exemple du cyber est un super exemple, puisque une des tendances est l'hyperdigitalisation et qui a été renforcée avec la crise du Covid. Effectivement, ce risque qui existait déjà, ça vaut le coup de se reposer la question, non pas en regardant le passé, mais en se projetant sur comment on le repositionne sur cette nouvelle mouture. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer tous les risques et avoir que des nouveaux risques, c'est revisiter les risques existants. Alors, je voulais sortir moi aussi de la carto. Je reviens à ma question avant qu'on parte sur les cartos. Globalement, qu'est-ce qu'on va changer en dehors de la carto qu'on revisite, hein? Est-ce qu'il y a des changements que vous percevez dans la gestion des risques des entreprises? Alors nous, on va renforcer, je dirais, peut-être un mouvement qui avait été un petit peu amorcé avant cette crise. On a beaucoup parlé de la cartographie. Pour nous, c'est un point de départ. Je dirais que c'est certainement pas une fin, c'est le début. Et à partir de cette cartographie, on va pouvoir avoir une relation assureur-client, donc assureur-assuré, extrêmement transparente et la plus lisible possible. Et ça, je crois que c'est vraiment un enseignement tout à fait essentiel et c'est un point qui va être vraiment renforcé dans les temps qui viennent, dans cette collaboration, ce partenariat extrêmement étroit entre l'assuré et l'assureur. On a vu des clients rebâtir complètement leur programme d'assurance. Alors, sans doute, suite à l'exercice de refonte totale de la cartographie, dans le cadre d'un budget aussi plus contraint dans certains cas, et donc se reposer les questions du coup, cette cartographie, elle a évolué, voilà, elle est différente, j'ai identifié des nouveaux risques, il y a des interdépendances que j'avais peut-être pas identifiées avant, j'ai un budget contraint, c'est pas illimité, où est-ce que je vais poser le curseur, où est-ce que j'ai un intérêt, où est-ce que je suis plus vulnérable, où est-ce que je ne suis pas prêt à prendre cette pression sur mes activités. Et donc c'est là où je pense tout ce dialogue et toute cette compréhension mutuelle, elle existait déjà, je ne vais pas dire qu'elle n'existait pas, mais je pense qu'elle est encore plus prépondérante aujourd'hui et va vraiment être un facteur différenciant dans la qualité de relation assureur-assuré dans les mois qui viennent. Donc tout cet accompagnement de où est-ce que je place le curseur dans ce que je garde et ce que je peux céder. Et dans ce que je garde, j'ai donc du coup toute une dimension de prévention qui est extrêmement importante. Et ça, je crois que c'est un élément qu'on n'a pas encore évoqué cet après-midi, mais c'est un élément, nous, assureurs, et vous, certainement aussi, clients assurés, c'est un élément tout à fait essentiel qui, je pense, va revenir complètement au centre des discussions. Est déjà en train de revenir au centre des discussions. En ce moment, on parlait du cyber, mais on peut aussi parler, on parle des événements climatiques, etc. Tous les sujets de prévention liés à ces problématiques-là, les sujets d'ingénierie, les sujets d'analyse granulaire me paraissent tout à fait essentiels et ça va prendre beaucoup d'ampleur dans les temps qui viennent. Une réaction sur la prévention peut-être l'un ou l'autre? Oui, aussi par rapport à la relation qu'on peut avoir avec les assureurs, je pense qu'il y a une vraie, il faut le voir comme une opportunité pour nos organisations. Parce que vous, en tant qu'assureur, vous apportez un œil externe qui permet de challenger les scénarios de risque que nous, on a identifiés dans nos cartographies. Et ça vient aussi également challenger l'efficacité du dispositif de contrôle interne qu'on a dans nos différentes organisations. Donc, je pense que recréer cette relation de confiance entre les deux parties pour une meilleure compréhension, une meilleure lisibilité de la prise de risque est un des enjeux de ce contexte. Philippe, sur la prévention. Pardon. Non, moi, je vais juste rajouter aussi un élément de contexte, c'est que je pense que le marché de l'assurance aussi a beaucoup changé en 1 an, 2 ans, et fait que toute cette relation, parfois cette difficulté à s'assurer sur certains sujets, fait qu'effectivement la prévention est hyper importante pour soit garder certains risques et donc être son propre gestionnaire de risques et pouvoir les gérer, soit de convaincre effectivement certains assureurs d'être partenaires sur le risque. Donc il y a aussi cet élément de contexte, je pense, qui est hyper clé en ce moment
et qui fait que ce rôle de gestion des risques prend encore plus d'ampleur et la prévention, je suis complètement OK avec ça, Ouais. est hyper importante. Vous parlez de partenaires dans la prise de risque, c'est exactement ça dont on parle. On parle d'un entrepreneur qui prend des risques, une entreprise, on parle d'une compagnie d'assurance qui accepte de prendre des risques en partenariat avec son client. Donc là, on voit bien, rien que dans la définition même de ce que c'est que l'assurance, qui est de prendre des risques, on voit bien là toute cette collaboration, ce partenariat qui doit se mettre en place. Il y a une corrélation directe entre la qualité de la prévention et la qualité des programmes de gestion de risque dans les entreprises et leur capacité à trouver, à se faire accompagner par les compagnies d'assurance. J'avoue que je vais interrompre le débat sur la difficulté à s'assurer actuellement dans un marché devenu très difficile et l'éventuelle discussion qu'on peut avoir sur le thème partenariat. Ce sera notre sujet demain. Donc je suis consciente de l'importance du débat, je ne le nie pas, mais nous avons une table ronde où on mettra vraiment carte sur table sur certaines entreprises qui dénoncent la disparition du partenariat et ce que les assureurs attendent pour le reconstruire. Donc je préfère officiellement interrompre un débat. Philippe, je voulais savoir sur la prévention, comment les entreprises Je pense que la prévention est un des axes d'investissement dans les moyens de gestion des risques. C'est pas le seul, mais aujourd'hui, la prévention, elle passe aussi par la mise à disposition de masques, par la prévention au travers des gestes barrières. Mais depuis longtemps, il y a des lois sur les accidents du travail, pour la prévention des accidents du travail qui existent. Tous ces textes qui viennent des réglementations et des lois sont en fait des dispositifs de prévention. Et l'entreprise qui veut investir dans la gestion des risques, elle peut le faire dans la prévention, elle peut le faire dans la protection avec les couvertures d'assurance. Elle doit aussi, peut-être aujourd'hui, le faire encore plus dans la continuité de son activité et dans la gestion de crise. Je pense qu'un des axes principaux des prochains mois pour les risk managers, ça va être de travailler encore plus près de ces fonctions de gestion de crise et de continuité d'activité pour vraiment créer la meilleure possibilité à l'entreprise de réagir en cas de crise. C'était une de mes questions. En fait, très souvent, dans l'organisation concrète de l'entreprise, la gestion des risques est d'un côté, la gestion de crise peut être de l'autre. Enfin, me semblait-il. Alors, est-ce que ça arrive? Non, on entendait ça ce matin dans une autre table ronde. Je peux vous assurer que les risk managers travaillent déjà avec les directeurs de RSE, avec les directeurs de gestion de crise. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN et qu'on va continuer de faire et qu'on va renforcer. Évidemment, je ne dis pas qu'on est au quotidien avec tout le monde. C'est juste impossible dans une grande entreprise ou dans une petite entreprise. En revanche, on travaille pour améliorer le dispositif d'ensemble de manière permanente avec toutes les fonctions de l'entreprise. Gilles, sur le rapprochement PCA, gestion de crise, gestion des risques, et il y a une époque de toute façon, c'est clair que c'est quand même un sujet mais plus large que simplement le rapprochement gestion de crise, gestion des risques. C'est parce que là, on a dit depuis, je pense que tout le monde est convaincu que dire que la gestion des risques monte d'un cran dans l'agenda des dirigeants, que c'est important, etc. Mais il y a une autre réalité aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nos entreprises qui sont quand même touchées de manière extrêmement forte financièrement et qui sont plutôt dans des logiques de contraintes financières. Et comme toutes les fonctions support, à un moment donné, ça coûte de l'argent. Et gérer les risques, ça coûte de l'argent. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, pour revenir à ce point-là, je pense que la fonction de gestion des risques, finalement, on va lui en demander plus avec moins de moyens. Et donc, ça veut dire aussi sûrement plusieurs axes. Un axe organisationnel, c'est-à-dire que toutes les fonctions, l'audit interne, le contrôle interne, la gestion des risques, les directions des assurances, la gestion de crise, la RSE, à minima, doivent de plus en plus, alors je ne sais pas si elles doivent se regrouper, parce que ça, je pense qu'il y a autant de solutions que d'entreprises, mais en tout cas, il ne doit pas avoir de gabegie et tout le monde doit pousser ensemble sur le sujet. Aussi le digital, je pense que comme toutes les fonctions support, la gestion des risques doit se digitaliser. Et on voit bien en ce moment notamment l'intelligence artificielle, ce genre de choses, l'automatisation. Il y a sûrement des tas de pistes à explorer. Et puis le dernier point, puis j'arrêterai là-dessus, c'est aussi, Philippe en a parlé tout à l'heure, c'est d'être humble et pas forcément rajouter des couches supplémentaires, mais plutôt chercher à intégrer la gestion des risques dans les processus déjà existants, le budget ou la planification stratégique, etc. Donc il y a vraiment cet exercice de faire du lean tout en faisant plus, quoi. Un point sur lequel on est finalement on a peu insisté, c'est la gouvernance, l'importance de la gouvernance en général pour soutenir la gestion des risques. Sylvie?
Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a une question de positionnement de la gestion des risques dans nos organisations. Il est important que le risk manager ait accès en lien direct à la direction générale et à un dialogue régulier avec la gouvernance, que ce soit le comité exécutif et le board. Pour cela, il est important qu'il soit représenté dans le COMEX, également pour participer, être partie prenante des décisions stratégiques et pouvoir les éclairer, notamment par rapport à l'appétit au risque que l'entreprise s'est fixé et s'assurer qu'on a un alignement par rapport à ce qu'on aura défini. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne les vois pas apparaître. Juste un point de risque, de doute que on a. Vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut craindre, après cette crise du Covid, une nouvelle vague de réglementation, notamment sur le sujet du risque? Vous évoquiez sur la carto, est-ce que vous attendez à quelque chose? C'est un risque réglementaire pour vous? C'est difficile à prévoir. On a une tendance préexistante. Les lois et règlements, depuis plusieurs années, sont presque tous destinés à éviter les risques ou à amoindrir leurs effets. On a eu la loi Sapin 2 sur la transparence de l'économie qui visait directement le risque de corruption, entre autres. On a eu la loi sur le devoir de vigilance en France qui sera d'ailleurs peut-être exposée au niveau européen et développée au niveau européen. Je pense que cette tendance va continuer. Et c'est d'ailleurs ce qui fait une partie de l'implication de la gouvernance aujourd'hui, c'est qu'il y a cette responsabilité aussi par rapport à la conformité à un certain nombre de lois et qui donne l'accès au risk manager aux instances de gouvernance de façon à présenter ce que l'entreprise fait pour être non seulement conforme aux lois, mais donc par définition pour se protéger contre ces risques-là. Et c'est très important de voir que ce mouvement s'engage dans une société qui est de plus en plus adverse au risque. C'est quelque chose qu'on peut constater. On n'aime pas trop le risque dans nos sociétés modernes. On fait tout pour s'en prémunir. Et pourtant, c'est ce qu'on disait en début, il faut en prendre. Il faut prendre les bons risques pour pouvoir entreprendre et progresser. Donc, c'est tout ce jeu d'équilibriste qui est un peu notre métier aujourd'hui de risk manager, de voir le côté négatif du risque, mais aussi le côté positif du risque. Concrètement, l'administrateur de l'entreprise porte la responsabilité des risques qui seraient mal gérés par les dirigeants. Oui, ça c'est déjà le cas depuis un certain nombre d'années. Et je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est que de toute façon, un des éléments qui pousse aussi à renforcer ces dispositifs, c'est les conseils d'administration, les comités d'audit, les comités des risques, qui challengent de plus en plus par rapport à cette responsabilité les dirigeants. Et quand je disais tout à l'heure aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui refont leur cartographie ou démarrent une cartographie, c'est aussi souvent poussé par les comités d'audit qui disent à la crise du Covid, quid de votre cartographie. Donc on a vraiment cette partie-là. Alors, 3 petits points justement. Il y a 2 questions, on va répondre très rapidement parce qu'on arrive au bout. Mais sur la cartographie, l'horizon de temps des cartographies n'est-il pas trop court pour voir les risques long terme? Moi, j'allais vous demander, je crois qu'il y a des nouvelles cartes. On a dit qu'on parlait plus carto, mais faire des cartographies prévisionnelles, de risques à moyen terme, c'est une tendance qui se développe. Là, je ne sais pas pour qui la question. Alors, aujourd'hui, nos cartographies, elles sont quand même étroitement en lien avec le plan stratégique. Donc, le plan stratégique, c'est à horizon 3 ou 5 ans. C'est ce qu'on qualifierait de plutôt moyen terme. Mais effectivement, au top de ça, on a de nouveaux exercices de cartographie des risques, j'allais dire, sur des horizons de 10 ans et de 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de bien comprendre qu'à un moment donné, pour transformer un business model, il y a un retour sur investissement qui est nécessaire. Et suivant les activités, ce retour sur investissement et cette transformation, elle prend du temps. D'où l'importance d'identifier les nouveaux enjeux et d'être en mesure d'anticiper le plus tôt possible ces évolutions. Une autre question, je passe du pot à tout. Black Swan, je crois que vous avez déjà répondu tout à l'heure, Philippe, mais je vous la repose. Un exemple de Black Swan pour une grande entreprise. Question piège. Par définition, on ne peut pas donner d'exemple. Je n'ai pas d'exemple. C'est inimaginable. Alors, vous l'avez donné pour la petite entreprise. Je reprends pour le restaurateur. On a dit la fermeture administrative, voilà, pour un restaurateur. On peut donner des rhinos gris, par contre. Oui. Il pourrait y en avoir trop. Un exemple dont on parle souvent à l'heure actuelle, si on cherche vraiment un événement hors norme,
c'est tout ce qui est blackout techno. Alors qui peut venir soit d'une cyberattaque majeure qui va planter un pays entier, soit on vous parle des tempêtes solaires. Imaginez une la tempête coupure solaire peut griller tous les microprocesseurs du monde entier. Oui, alors Sur une c'est comme Contagion. Moi, j'ai vu le film aussi. Hein. C'est comme quoi c'est mais un c'est- peu gris. Ouais, On peut l'imaginer, il y a des gens qui vous expliquent que c'est pas un scénario totalement stupide, la probabilité est très faible, mais ça peut arriver. Donc là, on est dans du rhino-gris. Alors après, quel est l'intérêt de mettre ces risques dans une cartographie? On ne va pas reparler de la cartographie, mais Bon, alors je change de sujet pour une toute dernière question. J'ai bien compris qu'en ce moment, on était dans une période de réduction des coûts dans beaucoup d'entreprises. Pour autant, on a pu lire entre les lignes que mettre en place un outil informatique, enfin, on parlait digitalisation, donc si on sort un gros mot, c'est le SIGR, donc le système intégré de gestion des risques. C'est utile, c'est pas utile, c'est le moment, c'est pas le moment. On vote. Bien sûr que ça peut aider. Ça peut nous aider à développer et accélérer nos moyens d'analyse, notamment dans tout ce qui est les phases d'interconnexion entre les risques et les analyses par scénario. On a su faire des cartographies presque à la main depuis très longtemps. Maintenant, il faut sans doute changer de braquet et on attend de l'industrie des services informatiques qui nous aident à franchir ce palier avec peut-être une part on va dire d'intelligence artificielle dedans pour mieux nous aider à proposer des raisonnements qui tiennent la route dans les options stratégiques. Et notamment, je reviens sur les aspects de court terme, long terme. Une cartographie peut avoir aussi bien des risques à court terme qu'à long terme dans son sein. En revanche, ce qui est très important, c'est de voir qu'aujourd'hui, la dimension court terme du budget ou moyen terme d'un plan stratégique, elle est renforcée à long terme par ce qu'on appelle la raison d'être dans les grandes entreprises, qui, par définition, est une raison d'être qui va durer encore plus quand elle est dans les statuts 20 ou 30 ans, et qui, quelque part, génère elle-même un certain nombre de sujets de risque en son sein ou de sujets d'engagement de l'entreprise qui vont devenir potentiellement des risques. Alors, une toute dernière question, et très rapidement, mais je pense que Véronique, vous pouvez nous répondre. Comment on mesure la sensibilité ou l'appétence au risque des dirigeants ? C'est une question que vous devez vous poser quand il y a un dirigeant qui arrive. S'il a une très très forte appétence au risque, c'est plus dangereux pour vous ? 30 secondes. C'est un challenge. Alors, je dirais que ça dépend de la culture de l'entreprise aussi, enfin, son domaine d'activité, mais surtout la culture de l'entreprise, la culture du dirigeant. Est-ce que si le dirigeant a une appétence plus grande au risque, est-ce que c'est plus dangereux pour nous ? Pas forcément. Parce qu'on peut parfaitement penser que s'il y a une appétence au risque un peu plus forte, il y a aussi tout un dispositif derrière qui justifie cette appétence au risque. On a parlé tout à l'heure de cartographie, mais aussi de prévention, de toutes ces choses-là. Donc on peut imaginer que s'il y a une sensibilité plus forte, il y a aussi tout un dispositif derrière qui permet de beaucoup mieux le contrôler, hein, et qui permet d'être beaucoup plus alerte, agile et réactif sur ces sujets-là. Donc au contraire, ce n'est pas forcément antinomique. Quelqu'un qui n'aurait absolument pas d'appétence au risque, donc si je vais jusqu'au bout, qui dirait le moindre risque, je le transfère à un tiers, au contraire, pourrait nous faire poser la question aussi sur, mais à ce moment-là, on en est où du niveau de contrôle et du niveau d'expertise dans le contrôle du risque. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, la crise, elle a remis ce sujet d'appétence au risque sur la table. Et c'est des discussions qu'on a aujourd'hui avec les boards, de se dire quel est le niveau d'appétence au risque de l'organisation. Autrement dit, quel type de risque et quel niveau de risque je suis prêt à prendre en fonction des sujets. Plus globalement, quel est le profil de risque de ma firme ? Quelles sont les lignes rouges que je suis pas prêt à franchir ? Et à contrario, sur certains de mes enjeux, jusqu'où je suis prêt à prendre des risques ? Et ça permet un alignement, j'allais dire, déjà entre les instances et la gouvernance, entre le board et le COMEX, qui a un prérequis à la communication interne sur cette culture de risque et après dans l'intégration, dans les prises de décision. Alors, on va devoir conclure. Oui. Juste un mot, on pourrait presque faire une table ronde sur ce sujet. Les aventuriers, les explorateurs, est-ce que ce sont des gens qui ont une grande appétence au risque ou est-ce que ce sont les meilleurs risk managers de la planète ? Alors, ça pourrait presque être une conclusion, mais j'allais vous demander,
Si vous aviez un message pour un dirigeant, justement, ou pour un board, là, quel est votre message à retenir sur cette gestion globale des risques? Je pense que ça a été dit, je pense que c'est une bonne conclusion, hein, la prise de risque. Moi, je suis persuadé aussi, là, on va être dans une phase, je suis un éternel optimiste, de relance. On va devoir encore une fois, les entreprises vont se relancer, on espère qu'il va y avoir de nouveau de la croissance, etc. Donc, il va falloir aussi prendre des opportunités. Je vois une question sur les opportunités. Une opportunité, c'est souvent l'inverse d'un risque, et on peut le modéliser de la même façon. Et on voit aussi ces entreprises qui transforment ce type d'exercice en risque et opportunité. Donc moi, j'aime bien ce côté, effectivement, de se dire que le risk manager, il n'est pas là simplement pour faire peur, mais il est aussi là pour accompagner les prises de risque qui vont être extrêmement nécessaires dans les mois et les années qui viennent. Véronique, une phrase au board. Alors, déjà, je partage l'optimisme. Hein. Il y a des études qui ont été publiées récemment là-dessus, sur l'optimisme des entreprises françaises qui travaillent à l'international et qui, en effet, anticipent cette relance. Moi, je dirais au board que la gestion des risques en pleine conscience, c'est avant tout une collaboration en toute transparence. On l'a évoqué plusieurs fois. Ça commence par l'analyse objective des risques et de la situation de l'exposition. Et puis, de la part de l'assureur, ça suppose un niveau accru certainement de transparence, de lisibilité, sur les contraintes, le risque qu'on est prêt à accepter, mais surtout sur toutes les solutions qu'on peut amener, sur toutes les alternatives pertinentes pour couvrir ce risque. Et tout ceci dans une démarche d'accompagnement. On a parlé de prévention, on a parlé de durée et de vraiment quelque part un accompagnement qui s'installe dans la durée. Je dirais qu'au-delà de nos cartographies, il y a aussi un sujet d'évolution de la culture qui doit accompagner la transformation de nos entreprises et de notre écosystème. Donc, c'est comment on fait évoluer notre culture et la culture de risque. Dans une société adverse, comme l'a mentionné Philippe aujourd'hui, comment réapprend-on à prendre des risques de manière éclairée? Je pense qu'il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est soyez concentrés sur les risques usuels, même en temps de crise. Gardez les yeux ouverts. Le deuxième, c'est transparence de l'information en interne comme en externe, dans la mesure du raisonnable et du respect aussi de ce qu'on peut dire à l'extérieur en termes de concurrence. Et puis le troisième, c'est confiance. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir confiance dans ce que nous sommes capables d'analyser, mais aussi d'avoir confiance et d'oser, une fois qu'on a décidé, aller jusqu'au bout d'une démarche, jusqu'à éventuellement un échec. L'échec est un moyen de progresser. N'oublions jamais que l'échec fait partie de la gestion des risques. C'est ça qui aussi fait progresser l'humanité. Et aujourd'hui, l'humanité, dans son approche collective, elle a peut-être péché un petit peu. C'était un peu chacun pour soi, et c'est ce qu'on essaye, nous, d'éviter au sein de l'entreprise, qu'il y ait ce collectif qui se crée. Merci beaucoup. Je vous dis collectivement merci à tous les 4. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est maintenant l'heure de la pause. Et je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour une table ronde consacrée aux risques humains dans lesquels nous sommes plongés dans ce nouveau contexte. Merci beaucoup. Merci.